Mon père m'a regardé dans les yeux et a dit « On s'y prendra autrement ». Après que j'ai refusé de céder ma maison à mon frère. J'ai répondu « Ce sera la dernière chose stupide que tu feras pour ton fils bon à rien ». En grandissant, mon frère Isaac, 31 ans, homme, a toujours été l'enfant chéri. Et je ne parle pas d'un petit favoritisme, je parle du traitement complet, ce gamin ne peut rien faire de mal. C'était ridicule. Mes parents à ma mère, 56 ans, femme, et mon père, 59 ans, homme, se pliaient en quatre pour lui. Faciliter la vie alors que je devais travailler pour tout obtenir. Quand Isaac a raté ses études, ce n'était pas grave, maman et papa ont juste payé pour qu'il aille dans une autre école. Quand il a démoli sa voiture en conduisant comme un idiot, ils lui en ont acheté une nouvelle la semaine suivante. Pendant ce temps, je devais avoir des apparts tout juste pour obtenir un bon travail, sans conviction de leur part. Si j'obtenais un B+, c'était comme si j'avais commis un crime. Le 2 poids, 2 mesures était si évident que même notre famille élargie en faisait la remarque pendant les vacances, ce qui rendait mes parents défensifs et les poussait, d'une manière ou d'une autre, à m'accuser de créer des histoires classiques. Après l'université que j'ai payée avec des bourses et des prêts, soit dit en passant, Isaac a épousé Nora, 30 ans, femme, sa petite amie du lycée. Elle est du même bois que lui, elle s'attend à ce que tout lui soit servi sur un plateau d'argent et perd la tête quand les choses ne vont pas exactement comme elle le veut. Ils sont en fait parfaits l'un pour l'autre dans ce sens. Ils ont 2 enfants maintenant et, ne vous méprenez pas, ma nièce et mon neveu sont des enfants sympas, mais ils sont devenus l'excuse ultime pour mes parents de continuer à injecter des ressources dans la vie d'Isaac. Ils en ont besoin. Pour les enfants, est devenu la réponse par défaut chaque fois que je soulignais l'inégalité. Le sommet de leur sentiment de supériorité a été atteint lorsqu'ils ont acheté cette maison massive dans l'un de ces lotissements pavillonnaires uniformes. C'était beaucoup trop grand, beaucoup trop cher et bien au-delà de ce qu'ils pouvaient réellement se permettre. Ils étaient littéralement à un chèque de paie. Manquaient du désastre financier complet. Mais bien sûr, tout était pour l'apparence, car Isaac et Nora se sont toujours plus souciés du paraître que de la stabilité financière. Pendant ce temps, je vivais dans un appartement minable avec 2 colocataires, économisant chaque centime possible. Je faisais ce travail de finance abrutissant qui payait décemment mais me faisait travailler plus de 60 heures par semaine. Je rentrais complètement épuisé, je mangeais des ramen bon marché. Et je m'écroulais de sommeil pour tout recommencer le lendemain. Pendant 3 années solides, j'ai vécu comme un ermite, j'ai arrêté de sortir avec des amis. Je n'ai pas beaucoup fréquenté de filles, je conduisais la même vieille Toyota déglinguée que j'avais depuis l'université et je me refusais pratiquement tout. Petit luxe. Mes collègues pensaient que j'étais bizarre parce que j'apportais le même sandwich au beurre de cacahuète pour le déjeuner tous les jours au lieu de commander à emporter comme tout le monde. Mais j'avais un objectif. Je voulais acheter mon propre logement à pas louer. Posséder. Et pas n'importe quel endroit, mais quelque chose de décent dans un quartier où je n'aurais pas à m'inquiéter que ma voiture soit cambriolée une semaine sur 2. Quand j'ai atteint mon objectif d'épargne après ces 3 années brutales, j'ai commencé à chercher une maison. J'ai trouvé cette modeste maison de 3 chambres avec un jardin correct dans un quartier convenable. Rien de luxueux, juste une construction solide dans un quartier calme avec 2 bonnes écoles à proximité. Non pas que j'ai des enfants, mais c'est bon pour la valeur de revente. Les anciens propriétaires l'avaient bien entretenue, et elle n'avait besoin que de quelques retouches cosmétiques mineures. Pendant tout le processus, mes parents n'ont jamais proposé de m'aider. Pas un centime. Ils n'ont jamais proposé de co-signer,
même si mon crédit était correct. Mais pas extraordinaire. Ils ne sont même pas venus visiter des maisons potentielles avec moi quand je leur ai demandé. Papa a juste dit que les maisons étaient des gouffres financiers et s'est remis devant la télé. Quand j'ai enfin signé pour l'achat il y a 3 ans, j'étais tellement fier d'eux. Moi. J'avais réussi cette chose énorme complètement par moi-même. J'ai invité ma famille pour une petite pendaison de crémaillère, pensant qu'ils allaient enfin reconnaître ma réussite. Au lieu de cela, papa est entré, a immédiatement remarqué une petite fissure dans le mur près de la porte et m'a demandé si j'avais fait vérifier les fondations. Maman n'a même pas dit « félicitations » avant de demander quand la chambre d'amis serait prête pour qu'il puisse venir me voir. Et Isaac a regardé autour de lui et a dit « c'est douillet » sur ce ton qui signifiait clairement « c'est petit ». Mais peu importe. L'endroit était à moi, et j'en étais heureux. J'ai passé mes week-ends à réparer des choses, à peindre des pièces et à apprendre à remplacer un broyeur d'évier grâce à des vidéos YouTube. J'ai construit une petite terrasse dans le jardin tout seul l'été dernier. La maison est devenue mon projet, mon sanctuaire. Pendant ce temps, Isaac et Nora luttaient pour payer leur hypothèque mais gardaient les apparences. Ils organisaient ces barbecues luxueux et achetaient de nouveaux meubles qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Mes parents les dépannaient chaque fois que les temps étaient durs payant leur assurance auto. Pendant quelques mois ou leur prêtant de l'argent qui n'était jamais remboursé. J'allais au dîner de famille et je les écoutais tous parler des perspectives d'emploi d'Isaac ou des activités des enfants, alors que personne ne prenait la peine de m'interroger sur ma promotion ou sur la rénovation de la cuisine que je venais de terminer. C'était une dynamique familiale classique qui ne changeait jamais. Les choses en étaient là jusqu'à il y a quelques mois, moi dans ma modeste maison pour laquelle je m'étais tué à la tâche, et Isaac vivant au-dessus de ses moyens avec le soutien constant de mes parents. Puis Isaac a perdu son emploi. Il travaillait comme directeur des ventes, gagnant bien sa vie, mais pas assez pour leur style de vie. Selon lui, l'entreprise se restructurait et tout son département a été supprimé. Selon un ami à moi qui travaille là-bas aussi. Isaac était sur la sellette depuis des mois à cause d'objectifs non atteints et de retards répétés. Quoi qu'il en soit, soudainement, il ne pouvait plus payer son hypothèque. Ils ont raté un mois, puis un autre. Mes parents ont aidé un peu, mais il est devenu clair que même eux ne pouvaient pas suivre le paiement massif de la maison d'Isaac en plus de toutes leurs autres factures. Après 3 mois de paiement manqués, la saisie immobilière semblait inévitable. Isaac et Nora paniquaient, mais refusaient toujours d'envisager de réduire leur train de vie ou de vendre. Avant que les choses ne s'aggravent. Ils continuaient d'attendre un miracle pour les sauver de leurs propres mauvaises décisions. C'est alors que mes parents ont concocté leur plan, et c'est là que les choses sont passées du baratin familial typique à la folie absolue. Il y a environ 2 mois, mes parents m'ont appelé et m'ont invité à dîner un mardi soir. Nous faisons des dîners de famille toutes les quelques semaines, généralement quand maman décide qu'elle ne m'a pas critiqué en personne depuis trop longtemps. Je pensais que ce serait la routine habituelle. Quand je suis arrivé, j'ai senti tout de suite que quelque chose n'allait pas. Maman avait préparé mon plat préféré, ce qu'elle ne fait que lorsqu'elle veut quelque chose. Papa était étrangement gentil, posant des questions sur mon travail au lieu de simplement hocher la tête. Isaac et Nora sont enfin arrivés. L'air stressé mais essayant de le cacher. Nous avions à peine commencé à manger. Quand papa s'est raclé la gorge et a lâché ça, il a dit que puisqu'Isaac a des enfants et pas moi, je devrais lui donner ma maison parce que cela tombe sous le sens. Je me suis littéralement arrêté de mâcher, la nourriture coincée dans la bouche.
essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Ma mère m'a lancé ce sourire. Si vous avez une mère manipulatrice, vous le connaissez. Tu pourras toujours t'acheter une autre maison, mon chéri. Tu es jeune et tu n'as pas de famille dont tu dois te soucier. Pense aux enfants. Vous voulez que je leur donne simplement ma maison, ai-je demandé. Papa a haussé les épaules comme s'il me demandait de prêter 5 dollars à Isaac. Pas. Si on pouvait trouver un arrangement, mais ils ont besoin d'un endroit stable. Et comme tu es seul, ce serait la chose à faire. Mon cerveau était en train de court-circuiter. J'ai regardé Isaac et Nora, qui fixaient leurs assiettes sans croiser mon regard. Ils étaient clairement complices de tout ce plan. J'ai regardé mes parents, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Ces gens m'avaient élevé, et ils étaient là, assis avec le plus grand sérieux, à me demander de céder ma maison en la chose pour laquelle j'avais sacrifié des années de ma vie à mon frère qui n'avait jamais rien fait de ses 10 doigts. J'ai juste dit non. Simple et net. La température dans la pièce a chuté de 20 degrés. Le sourire de maman a disparu. L'expression de papa s'est durcie. Isaac et Nora ont échangé un regard mêlant panique et colère. Ma mère a bu une gorgée d'eau, puis a dit calmement: ils s'y prendront autrement. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que l'enfer est censé vouloir dire? Papa a agité la main d'un air dédaigneux. Laisse tomber. Réfléchis-y, c'est tout. Je suis parti peu après, avec l'impression d'avoir été menacé par mes propres parents. En rentrant chez moi, j'ai vérifié que tous mes documents importants étaient dans mon coffre-fort ignifugé, et non chez mes parents. J'avais ce sentiment paranoïaque qu'il pourrait tenter quelque chose, ce qui semblait fou à l'époque. Il s'est avéré que ma paranoïa n'était pas encore assez forte. J'ai envoyé un SMS à mon pote Yann, qui a toujours été mon confident pour les problèmes de famille. Je lui ai fait un résumé rapide de ce qui s'était passé. Je lui ai demandé si j'étais en train de devenir fou. Sa réponse: mec, ta famille est dingue. Change tes serrures. J'ai ri en pensant qu'il exagérait. Mais j'ai commencé à repenser à la menace bizarre de ma mère. Que entendait-elle? Pas, s'y prendre autrement? Cela semblait vaguement inquiétant, mais je me figurais que c'était juste une tactique de manipulation typique. Une semaine après ce sinistre dîner, je me suis traîné au travail avec une mine affreuse. Je n'avais pas bien dormi la veille. Mon collègue Ryan m'a jeté un regard et a simplement fait glisser son café vers moi sans dire un mot. Un vrai geste de frère. J'essayais de me concentrer sur ce tableur quand mon téléphone a sonné vers 10 heures. J'ai vu que c'était ma banque, ce qui était bizarre puisqu'il n'appelle jamais à moins qu'il n'y ait un problème. J'ai décroché et une femme s'est présentée comme étant Mélissa du département des hypothèques. Elle m'a demandé si je pouvais confirmer certains détails concernant ma demande de refinancement hypothécaire. Je me suis redressé sur ma chaise. Ma quoi? Elle a expliqué qu'ils avaient reçu une demande le matin même pour refinancer ma maison. La demande avait été soumise sous mon nom, mais il y avait des incohérences dans les documents qui avaient alerté leur système de sécurité. J'ai dit catégoriquement que je n'avais jamais soumis de demande de refinancement, pas même de loin. J'étais parfaitement satisfait de mon hypothèque actuelle. Elle a alors dit: eh bien, quelqu'un l'a fait. J'ai eu l'estomac noué. J'ai immédiatement demandé de tout bloquer. Ne traiter rien. N'approuvez rien. Elle a dit qu'elle gèlerait la demande en attendant une enquête. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale et j'ai foncé à la banque. Une fois là-bas,
j'ai demandé à parler à quelqu'un du service des hypothèques au sujet d'une fraude potentielle. Un agent de crédit a ouvert le dossier sur son ordinateur. Quand il a tourné l'écran vers moi, j'ai littéralement eu la nausée. C'était là, une demande complète de refinancement hypothécaire à mon nom. Toutes mes informations personnelles y étaient, un numéro de sécurité sociale, date de naissance, détail des revenus. Mais le bouquet final, la nouvelle hypothèque serait au nom joint de moi et de mes parents en tant que copropriétaires. Ils avaient essayé de falsifier ma signature. Ils avaient utilisé d'anciens documents m'appartenant et des trucs que j'avais laissés chez eux il y a des années après l'université comme modèle pour remplir la demande. L'agent de crédit a montré les points où le système avait signalé la demande, signature non concordante et adresse email incorrecte. Si la sécurité de la banque n'avait pas repéré ces problèmes et n'avait pas appelé pour vérifier, mes parents auraient pu réussir, prenant le contrôle de mon hypothèque et volant essentiellement ma maison. J'étais plus que furieux. J'ai demandé des copies imprimées de tous les documents frauduleux et j'ai fait noter dans leur système que je n'avais rien autorisé. Là même, à la banque, j'ai appelé ma mère en haut-parleur pour que l'agent puisse témoigner. Quand elle a répondu, je suis allé droit au but. Vous avez essayé de me voler ma maison. Il y a eu un court silence et puis, croyez-le ou non, elle a simplement dit. Oh, ne sois pas si mélodramatique. Mélodramatique? Vous avez commis une fraude. C'est illégal. Du genre aller en prison. Oh, détends-toi. On essayait juste d'aider. Si tu avais accepté au départ, cela n'aurait pas été nécessaire. Je vais porter plainte. Sa voix est devenue glaciale. Tu ne ferais pas ça à ta propre famille. Regarde-moi bien. J'ai raccroché et me suis tourné vers l'agent. À qui dois-je m'adresser pour porter plainte? Il m'a dirigé vers le département des fraudes de la banque. Ils m'ont expliqué que je devrais déposer un rapport de police et potentiellement engager un avocat. En sortant de la banque, j'ai rappelé Yann. Il est passé de « ta famille est dingue » à « purée mec, prends un avocat tout de suite ». Il m'a recommandé son cousin, Derek, qui est avocat. J'essayais encore d'assimiler tout ça. Sur le chemin du retour, mon téléphone a explosé de SMS et d'appels de mon père. Puis, Isaac a commencé à appeler aussi. J'ai éteint mon téléphone complètement. En rentrant, j'ai pris un congé maladie pour le lendemain et j'ai rencontré Derek. Je lui ai montré les documents falsifiés de la banque, puis je lui ai tout donné, les faux papiers, les dossiers bancaires, même une déclaration de l'agent de crédit qui avait signalé la fraude. Ce soir-là, mon téléphone a encore explosé. Maman, papa, Isaac. Je les ai ignorés jusqu'à ce que papa appelle pour la 3e fois. Qu'est-ce que l'enfer es-tu en train de faire? A-t-il aboyé. Ce que je fais? Vous avez essayé de voler ma maison. C'est un mot un peu fort. C'est le mot juste. Fraude est aussi un bon mot. Usurpation d'identité, ça marche aussi. Écoute, ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Tu peux laisser tomber toutes ces bêtises juridiques et on oubliera que c'est arrivé. Tu surréagis. On est une famille. La famille s'entraide. La famille ne commet pas de fraude. Il est resté silencieux un moment. Puis son ton est devenu menaçant. Si tu amènes ça devant les tribunaux, ne compte pas sur nous pour te soutenir. Tu couperas les ponts avec cette famille pour toujours. Je pense que c'est déjà fait depuis que vous avez essayé de me voler, ai-je dit avant de raccrocher. Je pensais que ce serait la fin, qu'ils réaliseraient qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils reculeraient et s'excuseraient peut-être.
Tu parles. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que ma maison avait été bombardée. 2. Et pas seulement quelques éclaboussures, ma porte d'entrée entière. Le garage et même ma voiture étaient couverts de jaune et de coquilles. J'ai vérifié mes caméras de sécurité et, bien sûr, on y voyait Isaac et Nora morts. De rire pendant que ma mère se tenait à côté d'eux en regardant. J'ai appelé la police et déposé une plainte. Les agents étaient compatissants. Mais on dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part une accusation de vandalisme. Et puis, pas même 2 heures plus tard, le courant a été coupé. J'ai vérifié les disjoncteurs, mais rien n'avait sauté. Quand je suis sorti, j'ai vu que le cadenas de mon panneau électrique avait été sectionné et que l'interrupteur principal avait été coupé. La compagnie d'électricité a confirmé que quelqu'un l'avait manipulé, et je savais exactement qui. Au matin, les œufs avaient séché avec la chaleur et étaient pratiquement cimentés à la peinture. J'ai passé 2 heures à essayer de nettoyer avant d'abandonner et d'appeler un service de nettoyage de voitures à domicile. Cela m'a coûté $200. J'ai ensuite rappelé Derek et je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé toutes les images de sécurité. Il m'a conseillé de demander une ordonnance de protection. Je suis allé directement à son bureau avec toutes mes preuves. Il a tout examiné et a commencé à préparer les papiers immédiatement. J'ai passé la nuit chez Yann juste pour arrêter de regarder par-dessus mon épaule dans ma propre maison. Après avoir passé la nuit chez Yann, je suis retourné chez moi le lendemain matin. Je m'attendais presque à trouver la maison réduite en cendres vu la tournure que prenaient les choses. Ce que j'ai trouvé à la place, c'était une pile de papier glissé sous ma porte d'entrée. On aurait dit qu'ils avaient été poussés par la fente à courrier pendant la nuit. Au premier coup d'œil, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une sorte de menace juridique de mes parents, mais en les feuilletant, j'ai réalisé que c'était tout autre chose. C'était des dossiers médicaux, spécifiquement des évaluations psychiatriques me concernant, datant de mon adolescence. Quand j'avais 16 ans, j'ai traversé une période difficile, je me suis fait prendre avec de l'herbe à l'école, mes notes ont chuté et la rébellion. Adolescente classique. Rien de majeur selon des critères normaux. Mais mes parents ont agi comme si j'étais sur la voie rapide pour la prison. Ils m'avaient forcé à voir ce psychiatre qui avait pratiquement validé tous les diagnostics que mes parents voulaient. Les papiers montraient un diagnostic de trouble oppositionnel avec provocation et de trouble des conduites, ce qui est si. Vous connaissez les diagnostics psychiatriques sont essentiellement des termes compliqués pour désigner un adolescent difficile qui n'obéit pas à l'autorité. L'évaluation contenait un tas de déclarations exagérées sur mon comportement. Qui, j'en suis presque sûr, venaient directement de mes parents. Il y avait une note jointe avec l'écriture de ma mère, souviens-toi de qui tu es vraiment. Arrête ces bêtises ou nous montrerons ça à tout le monde, y compris à ton employeur. Il me menaçait donc d'essayer de ruiner ma réputation et peut-être ma carrière en partageant des dossiers médicaux obsolètes datant de l'époque où j'étais mineur. Génial. Quelle éducation. Ce soir-là, Derek m'a appelé. Tu dois revenir au bureau. C'est important. Mon esprit est passé par 1 million de pensées. J'étais déjà épuisé par tout ce cirque. Mais attendez, Derek m'attendait avec une bombe d'un autre genre. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Nous avons fait une vérification d'antécédents sur tes parents. C'est la procédure standard plus qu'on engage une action en justice. J'ai ouvert le dossier et mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur se trouvait un casier judiciaire. C'est quoi cet enfer, ai-je demandé, essayant de comprendre.
Derek m'a expliqué que mes parents avaient déjà fait ça. Mon père avait été arrêté dans les années 90 pour fraude fiscale. Et ma mère, elle, avait été prise en train d'utiliser l'identité de quelqu'un d'autre pour ouvrir des cartes de crédit. Je le regardais, sans voix. Toute ma vie, j'avais perçu mes parents comme stricts, autoritaires et injustes. Mais ça, c'était une information totalement nouvelle. C'était il y a des années, a-t-il continué. Ils s'en sont sortis avec des amendes et une mise à l'épreuve, mais vu ce qu'ils viennent de tenter avec ton hypothèque, c'est une habitude. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mes parents étaient de véritables escrocs avec un casier judiciaire, et ils essayaient de monter le plus gros coup de leur vie contre leur propre fils. Quel rebondissement! J'ai continué à feuilleter les documents. Ce n'était pas juste un incident isolé pour chacun d'eux. Papa avait eu plusieurs problèmes fiscaux, y compris une affaire où il avait déclaré des dépenses professionnelles pour une entreprise qui n'existait pas. Maman avait 3 incidents distincts d'usurpation d'identité, tous impliquant des personnes de son cercle social. Comment se fait-il que je n'ai jamais rien su? La plupart de ces affaires ont été réglées discrètement, a-t-il expliqué. Et elles ont eu lieu quand tu étais assez jeune. La plus récente remonte à 15 ans, ce qui correspondait à mes 17 ans exactement au moment où il me poussait à postuler dans des universités locales. Soudain, leur insistance pour que je ne postule que localement faisait plus de sens, ils ne pouvaient probablement pas quitter l'État à cause de leurs conditions de probation. Qu'est-ce que cela signifie pour notre dossier, ai-je demandé. Cela signifie que nous avons la preuve que ce comportement fait partie d'un schéma récurrent, et non d'une erreur de jugement ponctuelle. Cela renforce considérablement notre position. Il a tapoté les dossiers psychiatriques que j'avais apportés. Et ça, c'est clairement de l'intimidation de témoins. Nous pouvons l'ajouter au chef d'accusation. Toute mon enfance défilait devant mes yeux, mais avec ce nouveau contexte. Il y a plus, a dit Derek, interrompant mes pensées. Nous avons reçu des réponses à nos citations à comparaître pour leur dossier financier. Il a sorti un autre dossier. Tes parents sont noyés sous les dettes. Ils ont contracté plusieurs prêts à taux d'intérêt élevés ces dernières années. Ils ont atteint le plafond de leur carte de crédit, pris des 2e et 3e hypothèques sur leur maison, et ont même emprunté sur leur police d'assurance vie. On parle de combien? Au moins 300 000 $, peut-être plus. Certains de ces prêts semblent provenir de prêteurs, disons, non traditionnels. Mais ils semblaient toujours. Les criminels financiers sont souvent très doués pour garder les apparences, a dit Derek. Ça fait partie de l'escroquerie. Je me suis affalé dans ma chaise, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Toute mon histoire familiale était un mensonge. Les parents qui m'avaient fait la leçon sans fin sur la responsabilité et l'honnêteté étaient des fraudeurs au sens le plus littéral du terme. Juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire, Derek a continué. Il y a encore une chose que tu devrais savoir. Nous avons trouvé des irrégularités suggérant qu'il pourrait avoir utilisé ton identité pour plus que cette récente tentative d'hypothèque. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a un prêt datant de 6 ans qui porte mon nom, mais l'adresse indiquée est celle de la maison de mes parents. Il est possible qu'ils utilisent mon identité depuis des années. Il y a 6 ans, je sortais tout juste de l'université, je vivais dans un appartement minable avec des colocataires et je faisais des petits boulots. J'étais fauché comme les blés, mais déterminé à m'en sortir tout seul. Pendant ce temps, mes parents contractaient apparemment des prêts en mon nom. Peut-on confirmer cela?
Derek a hoché la tête. J'ai déjà demandé la documentation à la banque. Je devrais l'avoir d'ici un jour ou deux. J'avais la nausée. S'ils utilisaient mon identité depuis des années, qui sait ce qu'il y avait d'autres à mon nom, des cartes de crédit, d'autres prêts, des dettes fiscales. Derek a établi un plan. 1. Geler mon crédit immédiatement pour empêcher l'ouverture de nouveaux comptes. 2. Obtenir un rapport de crédit complet pour identifier tout ce qui est suspect. 3. Déposer une plainte à la police spécifiquement pour les allégations d'usurpation d'identité. 4. Continuer la procédure pour l'ordonnance de protection en raison du harcèlement croissant. Et j'ai tout fait. Le soir venu, j'étais épuisé mentalement, mais j'avais pris les premières mesures pour me protéger. En rentrant, j'ai trouvé Yann assis dans sa voiture devant chez moi. Il s'était inquiété parce que je n'avais pas répondu au SMS de la journée et était venu voir comment j'allais. Je l'ai invité à entrer et je lui ai résumé ce que j'avais appris. Sa réaction était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Puis il a commandé des pizzas et nous avons regardé des films jusqu'à minuit, sans parler de ma famille. Et cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de mon frère, Isaac, on doit parler. Retrouve-moi au Déniès-sur-Main. C'est à propos de maman et papa. Suspect. Mais qu'est-ce qui pourrait être pire? 6e partie. Quand je suis arrivé sur le parking du Déniès, la Subaru d'Isaac était là. Le restaurant était presque vide à 22 h ce mardi. Il était assis dans un box au fond, il avait une mine affreuse. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Parce que si tu es là pour me convaincre d'abandonner les poursuites ou de céder ma maison, tu perds ton temps. Et le mien. Ce n'est pas ça. Enfin, pas exactement. Je ne savais pas qu'il l'avait vraiment fait, a-t-il dit doucement. Utiliser ton nom pour des prêts. Ils en ont parlé il y a des années. Il disait qu'il devait mobiliser toutes les ressources disponibles ou d'autres conneries du genre. Je pensais que c'était juste des paroles. J'ai eu l'estomac retourné. Donc, tu savais? Pas avec certitude, a-t-il dit pour se défendre. Ils l'ont mentionné une fois ou deux. Je leur ai dit que c'était une mauvaise idée. Quand je lui ai reproché de ne rien avoir dit, il a essayé de se défendre en disant qu'il ne m'avait pas pris d'argent personnellement. Je lui ai rappelé qu'il n'avait pourtant eu aucun problème à essayer de me prendre ma maison. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Isaac avait l'air sincèrement effrayé en expliquant à quel point nos parents étaient dans le pétrin. Il s'est avéré que les dettes que mon avocat avait trouvées n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. D'après Isaac, nos parents devaient plus de 100 000 $ à des usuriers. L'un d'eux avait même mentionné savoir dans quelle école allaient les enfants d'Isaac. Tout le stratagème de la maison prenait soudain un sens, il n'essayait pas seulement d'aider Isaac ou de jouer les tyrans, il cherchait désespérément une garantie pour rembourser des gens dangereux. Ça ne rendait pas l'acte correct, mais ça expliquait les mesures extrêmes. Puis Isaac a lâché la véritable bombe, nos parents avaient également contracté des prêts au nom de ses enfants, ses propres enfants en bas âge. Ils avaient utilisé leur numéro de sécurité sociale pour créer des comptes de crédit et emprunter des milliers de dollars. Les enfants découvriraient probablement le désastre à leurs 18 ans en essayant d'obtenir des prêts étudiants ou des cartes de crédit. Quand j'ai demandé comment il l'avait appris, Isaac a expliqué qu'il était tombé sur un dossier de documents d'identité en cherchant des certificats de naissance. La semaine dernière, le dossier contenait les informations de tout le monde. Les miennes, les siennes, celles des enfants, et même de certains membres de la famille élargie.
J'ai posé des questions sur le vandalisme et les dommages matériels, et Isaac a eu l'air honteusement gêné. Il a admis que c'était un plan stupide de notre mère. Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû la suivre. Là-dedans. Quand j'ai suggéré des solutions plus normales comme vendre leur maison ou déclarer faillite, Isaac a expliqué que leur maison avait déjà 3 hypothèques et valait au moins $200 000 de moins que ce qu'ils devaient. Et la faillite ne réglerait pas le problème des usuriers de toute façon. Toute l'affaire était bien pire que ce que j'avais imaginé. Quand j'ai demandé pourquoi Isaac me racontait tout ça maintenant, il en est enfin venu au fait. Il voulait mon aide, non pas pour nos parents, mais pour ses enfants. Il devait trouver comment réparer leur crédit et effacer ses prêts frauduleux. Impliquer Nora. Si elle apprenait ce qui s'était passé, elle le quitterait. Presque certainement en emmenant les enfants. Une partie de moi voulait lui dire de se débrouiller seul, il avait fait ses choix. Mais ses enfants étaient innocents. C'était ma nièce et mon neveu, et il n'avait pas demandé à naître dans ce pétrin. Je lui ai dit que je réfléchirais à aider pour la situation des enfants, mais j'ai été clair sur le fait que je n'abandonnerai pas les charges contre nos parents et que je ne céderai pas ma maison. Il a semblé accepter que c'était juste. Avant que je ne parte, Isaac m'a prévenu que nos parents préparaient autre chose. Il n'avait pas les détails, il avait juste surpris notre mère au téléphone parlant d'une dernière option, si tout le reste échouait. Super. Exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Derek et je l'ai mis au courant de tout. Il m'a conseillé de documenter la conversation pendant qu'elle était fraîche et d'être extrêmement vigilant sur la sécurité. Cette nuit-là, j'ai décidé que j'aiderais ma nièce et mon neveu, quels que soient mes sentiments envers leurs parents. Ils méritaient un nouveau départ. Mais d'abord, je devais faire face à la menace immédiate, quoi que mes parents préparaient ensuite. Et ce plan s'est révélé dès le lendemain, menant à la confrontation finale qui a tout fait éclater. Après cette rencontre avec Isaac, j'étais en état d'alerte maximale. J'ai installé une sonnette RIM le lendemain et ajouté des projecteurs à détecteur de mouvement autour de la maison. J'avais probablement l'air de me préparer à une apocalypse zombie, mais on n'est jamais trop prudent. J'ai passé les 2 jours suivants à travailler de la maison. Rien ne s'est passé. Pas de voiture suspecte, pas de tentative de contact, rien. Le calme était presque pire que le harcèlement. Puis, le 3e jour, j'ai reçu un email de Derek. Il avait reçu les documents concernant ce prêt contracté à mon nom il y a 6 ans. Les preuves étaient accablantes, ma signature falsifiée, mon numéro de sécurité sociale, et tous les fonds du prêt déposés directement sur le compte de mes parents. Il n'avait même pas essayé d'être subtil. Ce qui m'a vraiment achevé, cependant, c'était de voir ma mère inscrite comme co-signataire. Elle était entrée dans une banque en prétendant aider son fils à obtenir un prêt, tout en sachant pertinemment qu'elle commettait une fraude. Derek m'a informé que nous avions désormais assez de preuves pour engager des poursuites formelles pour usurpation d'identité et fraude. Il avait préparé tous les documents et n'attendait que mon approbation finale pour tout déposer à la police et au procureur. C'était le point de non-retour. Si je donnais le feu vert, mes parents iraient presque certainement en prison. Malgré tout ce qu'ils avaient fait, c'était encore pesant d'y penser. Mais ensuite, j'ai pensé à ma nièce et à mon neveu. Des bambins dont le score de crédit était déjà détruit par leurs propres grands-parents. J'ai pensé aux 6 années de mensonges, à la tentative de vol de ma maison et au harcèlement. Fais-le, ai-je répondu. Vers 20 heures, alors que la nuit tombait, j'ai entendu une voiture s'engager dans mon allée. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone et
J'ai vu la Lexus de mes parents. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai envoyé un SMS à Derek, ils sont là. J'enregistre tout. Puis j'ai activé l'application d'enregistrement audio sur mon téléphone et je l'ai mis dans ma poche. J'ai ouvert la porte. Tu vas vraiment faire ça pour un malentendu, a lancé maman d'un ton sec. Un malentendu? Vous avez volé mon identité. Papa s'est avancé, pointant un doigt vers moi. Baisse d'un ton. Nous sommes toujours tes parents. Comment as-tu pu? Les parents ne volent pas leurs enfants, ai-je rétorqué. On t'a tout donné. Et c'est comme ça que tu nous remercies en essayant de nous mettre en prison. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu es devenu sans cœur? Vous ne m'avez rien donné à part des problèmes de confiance et des factures de thérapie. Le visage de maman est devenu rouge. Papa s'est précipité vers moi. Pile à ce moment-là, la sonnette a retenti. La police et un détective des crimes financiers, envoyés par Derek pour une vérification de bien-être, sont arrivés. À 20h30 précise. Maman est passée en mode innocente, mais le détective n'était pas dupe. Papa a même essayé de s'enfuir par la porte arrière. Ils ont tous les deux été menottés et on leur a lu leurs droits. Alors qu'ils étaient emmenés, maman a lancé un dernier plaidoyer désespéré. Tu ne ferais pas ça à ta propre mère. Tu te le fait toi-même. Je les ai regardés partir. Une fois qu'ils furent loin, je me suis assis sur les marches de mon perron, soudainement épuisé. C'était fini, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était vide. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Isaac, c'est fait? J'ai répondu, oui, ils sont en garde à vue. 10 minutes plus tard, sa voiture s'est arrêtée. Il est sorti, l'air aussi vidé que moi, et s'est assis à côté de moi sur les marches. Ça va, ai-je demandé. Il a eu un rire amer. Non, pas vraiment. Moi non plus. Nous sommes restés assis en silence un moment, regardant les réverbères s'allumer alors que l'obscurité s'installait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il fini par demander. Il y aura une mise en accusation demain, ai-je dit en hochant la tête. Et pour les enfants en leur crédit. On va devoir déposer des plaintes spécifiques pour l'utilisation de leurs identités. Nora va la prendre, probablement. L'affaire a progressé rapidement après cela. Les preuves étaient écrasantes. Mais parents ont essayé de se battre, bien sûr. Ils m'ont blâmé, ils ont blâmé Isaac. Ils ont même blâmé la banque de ne pas avoir détecté la fraude plus tôt. Rien n'a fonctionné. Ils ont tous deux été condamnés à de la prison ferme des années, pas des mois. Maman a pris 3 ans, papa en a pris 5 à cause de ses antécédents et parce qu'il a été considéré comme le cerveau de l'opération. Isaac a dû se battre pour effacer les noms de ses enfants des dettes frauduleuses, mais grâce au dossier contre nos parents, il a réussi. J'ai aussi réussi à faire blanchir mon nom pour ce vieux prêt. Nora l'a quitté, emmenant les enfants dans la maison de ses parents dans le Connecticut. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle autorise des visites supervisées, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais. Quant à moi, j'ai gardé ma maison, j'ai installé un système de sécurité complet. Et j'ai pris un chien à un berger allemand nommé Rex qui décourage à coup sûr tout visiteur indésirable. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis leur condamnation. Je ne sais pas si je le ferai un jour à nouveau. Isaac et moi nous envoyons des SMS occasionnellement, surtout pour des trucs pratiques. Nous ne serons jamais proches, mais nous sommes civils. Il y a trop d'histoires, trop de dégâts pour quoi que ce soit d'autre.
J'ai toujours pensé que la famille était censée signifier quelque chose que... Peu importe ce qui arrive, tes parents te soutiendraient. Mais les miens ne l'ont jamais fait. Ils ne me voyaient pas comme un fils, ils me voyaient comme un investissement, une ressource à exploiter. Et quand j'ai refusé d'être utilisé, ils ont essayé de me détruire. Je ne regrette pas de les avoir dénoncés. Pas une seconde. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne se sont jamais comportés comme mes parents, pas d'une manière qui compte vraiment. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas exactement un conte familial qui finit bien, mais au moins, j'ai toujours ma maison et ma liberté, ce qui, au bout du compte, est beaucoup plus important pour moi que